Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous en ce dernier jour de la semaine. Nous sommes le dimanche 27 avril et voici les titres de votre journal plutôt sportif. Nous nous rendrons sur la pelouse du Stade Louis II où le tournoi Sainte-Dévote s'est achevé hier. Qui a remporté la compétition internationale de rugby à 7 ? Vous le saurez dans un instant. Nous parlerons également ballon rond avec le résultat du match d'hier soir qui opposait Monaco au Havre et de tennis de table. La Principauté a accueilli une nouvelle fois son championnat dans la discipline. Nous serons en duplex avec les Sœurs de Route, le seul équipage monégasque à avoir participé cette année au rallye Aïcha des Gazelles. Sarah et Juliette sont arrivées à Essaouira. Elles nous livreront leur ressenti après 9 jours passés dans le désert marocain. Et puis nous profiterons d'un moment de détente, quand même c'est le week-end, avec la visite du nouveau spa du Monte Carlo Bay. Le tournoi Sainte-Dévote de rugby a réuni pendant 2 jours, vendredi et samedi, en Principauté, les meilleurs rugbymen du monde âgés de moins de 12 ans. Qui a remporté le fameux trophée lors de cette 13e édition ? Réponse dans ce reportage de Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. 24 équipes, 21 pays représentés, le tournoi Sainte-Dévote, c'est un peu la Coupe du Monde de rugby pour les jeunes de moins de 12 ans. Certains porteront peut-être un jour le maillot de leur équipe nationale, mais avant d'en arriver là, ils se sont affrontés pendant 2 jours sur la pelouse du Stade Louis II. Épilogue du tournoi samedi en fin d'après-midi avec tout d'abord la petite finale remportée par les États-Unis, 4 essais à 2 face à la Suisse. Pour la grande finale, place à un mini-crunch, un France-Angleterre ou plutôt Montpellier, habitué du tournoi, face à une sélection anglaise. Les jeunes Héroltais s'imposent 2 essais à 0 et remportent donc la 13e édition du tournoi Sainte-Dévote. C'est le tournoi le plus prestigieux, on va dire, au monde et pour la catégorie U12 en fait. Et en fait Montpellier est invité chaque année, enfin invité entre guillemets, parce qu'on fait souvent des bonnes perfs et cette année ça a confirmé. À Montpellier il y a une grande place au Seven en fait, donc ça c'est pas quelque chose c'est travaillé en amont, c'est travaillé profondément. Il y a des stages qui sont organisés le week-end, donc voilà, c'est une culture Seven qu'on essaie de mettre en place, donc le travail paye et c'est magnifique. Avec mes copains on s'est régalé tous les matchs, un peu de stress mais toujours dans la bonne ambiance. Et la finale, vraiment très chouette. On jouait bien, on a bien joué, très très bien même. Et on est très content d'avoir gagné le tournoi. Les jeunes Montpelliérains montent rejoindre le couple princier en tribune pour recevoir leur trophée. Mention spéciale également pour Monaco, 6e du tournoi et vainqueur du trophée Sainte-Dévote contre Luciana, 7 essais à 0. Une coupe tout de même pour les petits rouges et blancs. En foot, Monaco a concédé le nul hier au Havre, score final 1-1. C'est Mika Birette qui a permis d'égaliser à l'heure de jeu. Avec ce résultat, l'AS Monaco FC perd 2 points importants. Les hommes d'Adultère devront impérativement l'emporter à Saint-Etienne le week-end prochain pour continuer à rêver de Ligue des Champions. Direction le gymnase du collège Charles III qui a vu s'affronter hier les meilleurs pongistes de la Principauté à l'occasion du championnat de Monaco de tennis de table. Un événement incontournable auquel ont assisté pour nous Sarah Vuillemin et Lionel Bernardi. Une 60aine de joueurs se sont réunis au gymnase du collège Charles III pour le championnat de Monaco de tennis de table. La journée était divisée en 3 catégories, junior, loisirs et élite. Dans une ambiance compétitive et conviviale, les joueurs se sont affrontés avec un objectif en tête, monter sur la plus haute marche du podium. Dans chaque division, les joueurs s'affrontent en disputant plusieurs manches pour départager les meilleurs. On joue en 3-7 gagnants jusqu'à 11, c'est à 11 maintenant. Il y a beaucoup de monde qui reste à 21, mais en tennis de table, on joue jusqu'à 11 points. Et qui a gagné les 3-7 gagne le match. Ce championnat ouvert à tous les adhérents du club se veut inclusif et la présidente Ulrika Quist est heureuse de pouvoir accueillir les Special Olympics qui concourent au même niveau que les autres. Oui, je suis super contente parce que de pouvoir inclure les peut-être moins fortunés qu'ils sont avec nous, c'est magnifique. Ils jouent à le même niveau et ils ont tous gagné quelques matchs aussi aujourd'hui. Je suis contente. L'AS Monaco Tennis de Table est fière du nombre d'adhérents qu'elle a au sein de son club cette année, une force qui leur permet de pouvoir participer à d'autres compétitions nationales et internationales. On va aller disputer les Jeux des petits États en Andorre dans quelques semaines. Donc ça, le but, c'est bien figurer, essayer d'avoir quelques médailles.
Et après, on a nos équipes de nationales. Le but, c'est rester en national pour proposer aux joueurs de jouer dans de très bonnes divisions. On essaie également de former beaucoup de jeunes, ce qui n'a pas été fait les années précédentes. Donc on essaie de mettre un petit peu le paquet dessus. On a 60 jeunes au club, donc on essaie de leur apprendre la discipline et ça se passe très bien. Une finale loisir haute en couleurs s'est disputée en fin d'après-midi où Sandro et Jean-Sébastien se sont affrontés pour décrocher l'or. C'est avec humilité que Sandro s'est imposé 3-7-2, une deuxième place qui satisfait tout de même Jean-Sébastien. C'est une finale franchement très agréable à jouer. Bon, je perds à la belle 11-9, mais que du plaisir avec un bon joueur, donc un très beau moment de tennis de table et de sport. Et c'est une journée placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité qui prend fin en confirmant la place de la raquette dans la principauté. Après 9 jours de compétition dans l'immensité du désert marocain, l'équipage monégasque, les Sœurs de Route, sont arrivées à Essaouira. Cette étape marque la fin du rallye Aïcha des Gazelles, une aventure exceptionnelle qu'elles vont nous partager dans quelques secondes puisqu'elles sont avec nous en duplex. Bonsoir Sarah, bonsoir Juliette. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sarah. Ça y est, vous l'avez fait. Quel sentiment vous traverse? La fierté principalement? Ouais, de la fierté, fière de nous, heureuse et fatiguée. Ouais, fière de tout le parcours qu'on a fait pendant ces 9 jours qui ont été très intenses. J'imagine que vous avez vécu des moments inoubliables. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns qui vous viennent en mémoire? Moi, j'en ai quelques-uns drôles, mais... Non, on va pas raconter ça. Mais on va dire que les paysages étaient magnifiques parce que c'est ce qui est un peu le plus descriptible, on va dire, parce qu'après, c'est de l'indescriptible de ce qu'on a vécu émotionnellement surtout. Parce que je pense qu'on a sorti toutes nos tripes, en fait, pendant ces 9 jours. C'était émotionnellement, c'était difficile, c'était dur. On a pleuré, on a ri, on a été traversé par tellement d'émotions, en fait. On s'est réellement dépassé. Il parle de dépassement de soi tout le long. Et c'est vraiment ça. On souffre physiquement, certes, mais c'est mentalement que c'est le plus dur. Il faut que là-dedans, ce soit vraiment... faut faire un travail sur soi énorme, mais ça nous rend extrêmement fiers. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure? Je rappelle que vous deviez rallier chaque jour un point A à un point B en parcourant le moins de kilomètres possible, et ce sans GPS. Ouais. Oui, alors c'est ça. Donc Sarah était plutôt pilote, même si pendant un jour j'ai conduit et Sarah était navigante. Donc on a choisi toutes les deux au bout de 2 jours que moi je sois navigante, donc c'est-à-dire que je pose les points GPS sur la carte à l'aide donc d'une règle, d'un crayon à papier, et après qu'on se guide à la boussole. Et c'est Sarah qui a conduit donc dans des chemins qui étaient donc en sable, mais aussi en roche, en herbe à chameau. Et ce qui était le plus difficile, je pense, c'est la continuité. Les jours, on a conduit à peu près 12 heures par jour quand même, pendant 9 jours. Donc en fait, c'était et c'était millimétré surtout. C'est réveil 5 heures, on mange à débrief à 6 heures, on part à 7 heures et on revient. Alors bon, il y a une fois où on est revenu à 23 heures. Oui, voilà. 23h30. 23h30, donc il faisait nuit. La plupart du temps, on essayait de rentrer vers, on va dire 19h, 19h30, mais c'est en fait, les journées sont très très longues et c'est très physique. C'est physique autant pour la pilote que pour la copilote, parce que la copilote, elle passe son temps à sortir, à prendre le cap en s'éloignant de la voiture, à essayer de trouver ses repères. Avec la pilote, après, essayer de trouver une trajectoire qui ne nous met pas en danger, qui ne met pas la voiture en danger. Quand on est tanké dans le sable ou ailleurs, il faut pelleter. C'est extrêmement physique et ça, tous les jours, ça commence à taper un petit peu sur le corps, quoi, sur le moral, sur tout. Et la voiture, justement, elle est dans quel état? Elle est... Alors, elle est sale. Elle est sale, mais elle est extrêmement en forme. Bon, alors ce duo, il a fonctionné. Vous avez été assez complémentaires, finalement. Très complémentaire. Juliette est une craque à la nave. Donc, ça s'est ultra bien passé. Oui, parce qu'il y a un jour quand même où on a réussi à taper tous les CP avec seulement 3 km d'écart. Donc, c'est juste impressionnant. Après, c'est vrai que dans le classement, on n'a pas été très, très bonne, on va dire. Mais on n'a pas été régulière, mais ce n'était pas notre but, c'était pas le classement. Voilà. Oui, pas de podium, mais ce n'était pas le but que vous vous étiez fixé.
Non, on voulait juste finir classé parce qu'il y en a quand même pas mal qui ne le sont plus malheureusement. Et le vivre à fond, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Parce qu'il y a quand même 30 équipages qui sont finis donc soit hors classement, soit hors rallye. Donc c'est quand même beaucoup. Et nous, alors oui, effectivement, on est en bas du classement, mais c'était pas le plus important. Nous, on voulait finir classé. Donc, c'est-à-dire que on fait la ligne d'arrivée. C'est ce qu'on a fait ce matin. Ça a été incroyable, d'ailleurs, cette ligne d'arrivée à Essaouira, sur la plage, avec les avions, avec toute la garde royale. Oui, c'était assez impressionnant de voir toutes ces gazelles où on s'est dit, bon, bah, ça y est, en fait, c'est fini et on l'a fait. On l'a fait. Ce rallye, vous l'avez dit, c'était pour vous une aventure humaine, physique, mais aussi caritative, puisque vous souhaitiez sensibiliser à la sclérose en plaques, une maladie dont vous souffrez, Sarah. Tout à fait. Et c'était pour moi, c'est une victoire d'avoir fini ce rallye en prouvant qu'on peut avoir une sclérose en plaques, une maladie auto-immune, et quand même faire du sport automobile de l'extrême, hein, parce que clairement, ce rallye, c'est pas un rallye de princesse. De montrer déjà qu'en tant que femme, on peut faire du sport automobile dans des conditions extrêmes, et de montrer qu'en tant que personne malade, on peut aussi le faire, et la maladie ne nous définit pas, elle ne définit pas ce qu'on peut ou pas faire. C'est le message que vous allez porter à votre retour à Monaco. Qu'est-ce que vous allez faire en rentrant ? Alors, on a décidé de faire, comme la présentation du véhicule juste avant de partir, on va faire la présentation du véhicule après, c'est-à-dire toute la voiture, on va pas la laver pour montrer à quel point elle est sale, par tout ce qu'on est passé, et faire en fait un retour d'événements, un retour d'histoire, partager tout ce qu'on a vécu et montrer que les femmes, nous sommes capables de tout et il faut oser. Tout à fait. Merci beaucoup Sarah et Juliette pour ce beau message. Merci d'avoir partagé avec nous ces jolis souvenirs et bon retour en principauté. Merci beaucoup, on a hâte de retrouver les Monégasques. Chez nous, au Grimaldi Forum, les ballets de Monte-Carlo célèbrent le printemps cette semaine. Depuis mercredi et jusqu'à ce dimanche, 3 œuvres sont présentées chaque soir, dont une création, La Nuit transfigurée de Marco Gucke. Hier, de retour de Rome, le prince Albert II a assisté à la représentation aux côtés de sa sœur, Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, accueillie par le directeur des ballets, Jean-Christophe Maillot, comme vous pouvez le voir sur ces images. À celles et ceux qui aiment se surpasser, la première salle affiliée CrossFit a ouvert ses portes à Monaco il y a une quinzaine de jours. Son nom, Monte Carlo CrossFit. Elle se situe à Fontvieille, rue du Gabian. Pour les adeptes d'Irox, sachez que le matériel nécessaire est à disposition. Et l'équipe des Grimaldi Milites, à l'origine de ce projet, sera ravie de vous accueillir dans une ambiance conviviale pour vous renseigner. Ils se sont prêtés à un exercice un peu particulier. Les étudiants en art du pavillon Bozio ont imaginé la scénographie d'un défilé de la Monte Carlo Fashion Week. Glad You're Awake, c'est le nom de cet événement qui a mis en lumière les collections de plusieurs étudiants de Polymoda, une école de mode de renom basée à Florence. Ce spectacle unique à l'espace Léo Ferré nous est raconté par Marie Bonnet-Blanc sur des images de Massimo Piantoni. Un spectacle visuel, musical, sans un mot, des mannequins qui se regardent, qui parlent avec le corps mais aussi avec leur tenue. Pour les designers, c'était la première fois qu'ils voyaient leur tenue en mouvement. L'important était de casser les codes. Well, first of all, fashion takes itself very seriously, I think, and I don't really know why. I think it's ultimately a very silly industry. It doesn't make it any less important, but I really want to make things that people want to wear. They want to look at themselves in the mirror and be happy and enjoy and want to move in things, and yeah, I don't think it has to be so serious, even though it does matter so much. Du voilage, de l'aluminium, du plâtre et des tissus. Une mise en scène pas choisie au hasard, chaque collection est mise en lumière grâce à une suite de mouvements et d'actions. En fait, on a travaillé, je pense, avec nos propres intuitions plastiques, puisque dans notre école, on est scénographe et plasticien. Donc, il y en a qui avaient des intuitions autour du plâtre, d'où les dalles. Certains avaient des intuitions déjà très confortées autour du pli, avec ce grand drapé, mais aussi avec ces arches dans cette matière latex un petit peu étrange. Et on a très vite en fait essayé d'aller vers des choses qu'on connaissait nous-mêmes dans nos propres pratiques et qu'on a pu pousser à une immense échelle pour faire ces scénographies. Ce spectacle raconte une traversée nocturne entre réel et abstraction. Les mannequins déambulent dans une ville qui s'endort avant de plonger dans une nuit mystique, mêlant vertige et procession jusqu'aux premières lueurs du matin. J'adore la mode, donc c'est quelque chose qui m'a attiré directement quand on m'a parlé d'un défilé.
Après, c'est une expérience en tant que telle. Ça nous permet aussi de nous surpasser, de faire des choses dont on ne pensait pas être capable. Par exemple, moi j'ai attendu pendant 20-30 minutes sous un drap. Donc c'est quelque chose qui m'a... Enfin, en plus, c'était vraiment spécial parce que je voyais des gens qui rentraient, tout ça. Donc c'était une expérience vraiment hors du commun. En tout, c'est pas moins de 90 personnes qui ont travaillé sur ce beau projet. Il est l'heure de se chouchouter. La Société des Bains de Mer a présenté à la presse cette semaine le nouveau spa du Monte Carlo Bay. Il est le fruit d'un partenariat avec le groupe Clarins. Dans ce reportage, Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni nous font découvrir ce temple du bien-être. À l'occasion de ses 20 ans, le Monte Carlo Bay Hotel & Resort lance une toute nouvelle offre de bien-être en partenariat avec le groupe Clarins. Le Spa 5 Mondes est devenu depuis le 4 avril le nouveau spa Clarins & Myblend, deux marques emblématiques du groupe qu'a présenté le docteur Olivier Courtin-Clarins, le fils du fondateur de cette marque créée en 1954. Il faut savoir que Clarins est né dans un institut, donc c'est l'ADN de la marque. Et à Monaco aussi, c'est important pour nous d'être présents à Monaco quand on n'avait pas d'endroit où exprimer notre professionnalisme. Par rapport au groupe et par rapport à Monte Carlo Bay, d'avoir une marque internationale reconnue au niveau mondial, non seulement par la qualité de ses soins, la performance, l'innovation, donc c'est vraiment un plus pour le Monte Carlo Bay et pour le groupe, parce que nous faisons partie prenante du groupe, bien sûr, à 100%. Et c'est une chance d'avoir pu mettre ce partenariat en place avec la marque Clarins Myblend, à travers le docteur Courtin et bien sûr toutes ses équipes. Donc c'est vraiment un plus et nous en sommes fiers. On peut retrouver dans cet espace de 900 mètres carrés 10 cabines, 7 dédiées à l'univers Clarins spécialisé dans les vertus et propriétés des plantes et 3 basées sur les nouvelles technologies de Myblend. Ce sont des marques très différentes, qui appartiennent au même groupe, mais différentes parce qu'elles ont Clarins 70 ans, qui est né d'un institut et donc de professionnels et à base de plantes. 200 plantes qu'on met dans les produits Clarins. Et tandis que l'autre, c'est une marque, qui est ma propre marque que j'ai créée, plus scientifique, très scientifique, parce que des peptides et avec de la technique, la technologie. L'électrostimulation, l'ultrason, le chaud et froid. Et puis il y a une technique qui est pour les professionnels et aussi pour qu'on peut utiliser chez soi, c'est le LED, le masque LED, qui est un masque exceptionnel en ce qui concerne le rajeunissement et le teint du visage. Le spa Clarins & Myblend propose une large carte de soins personnalisés, que ce soit des soins du visage ou des massages, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Je vous invite à aller sur le site de la Société des Bains de Mer et cliquer sur le Monte Carlo Bay. Vous pourrez ainsi vous renseigner, réserver et voir les tarifs. Autre adresse phare de la SBM, l'Ermitage. L'établissement a été reconnu parmi les 500 meilleurs hôtels du monde en 2025. Ce résultat est issu d'une enquête World's Best Awards réalisée auprès des lecteurs de Travel & Leisure. Le service, le cadre, le design, tout a été passé en revue. Preuve que ce palace Belle Époque et notamment sa sublime coupole de verre conçue par Gustave Eiffel séduit toujours autant aujourd'hui. Nous allons à présent remonter le temps jusqu'à la préhistoire. Une conférence a été organisée au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco récemment autour des cités lacustres. L'étude de ces habitats permet de restituer de manière très réaliste la vie quotidienne, l'artisanat, l'économie et l'organisation des sociétés de l'époque, comme vous allez le voir dans ce sujet de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Des cités lacustres, autrement dit des cités qui se trouvent près de lacs. Eh bien, un professeur de préhistoire à l'université de Neuchâtel, Marc-Antoine Kayser, en a fait une conférence organisée par l'Association monégasque de préhistoire et le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Le titre précis de la conférence, « Les cités lacustres de la préhistoire, du mythe national au patrimoine mondial de l'UNESCO ». Alors aujourd'hui, on en sait vraiment beaucoup parce qu'en fait, c'est des sites qui sont extraordinairement bien conservés du fait des conditions d'enfouissement dans du sédiment humide. En fait, des matières organiques extrêmement fragiles ont pu se préserver. Vous avez des peignes des peignes en vannerie, vous avez des paniers, vous avez typiquement on imagine bien les silex, là vous avez le manche, vous avez le système d'emmanchement, la gaine de hache en bois de serre, etc. Donc en fait des objets qui parlent beaucoup aux gens parce qu'en fait
ils ont l'air pratiquement neufs. Et les sites, c'est des villages, hein, c'est de la vie quotidienne. On voit, on va dire, ces gens du néolithique, de l'âge du bronze, un petit peu comme s'ils étaient partis de leur village la veille, quoi. Donc c'est une sorte de préhistoire de la vie quotidienne dans toute sa banalité. Après les cités lacustres sur le pourtour alpin, prochaine conférence organisée au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, le 14 mai, à propos de la collection Culture de la Fondation Donadieu, réunissant des œuvres de 99 cultures des 5 continents, couvrant près de 10 000 ans d'histoire, de 8000 avant Jésus-Christ jusqu'au début du XXe siècle. En attendant le 14 mai, qu'avez-vous prévu mardi soir ? Rien de particulier, alors notez que l'Institut audiovisuel prévoit une nouvelle projection à 19 h au Théâtre des Variétés. Au programme, Le Village des Damnés, un film américain réalisé par John Carpenter et sorti en 1995. Tout de suite, le pitch du film avec le directeur de l'Institut Vincent Vatrican et Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. On parlait d'un film d'épouvante il y a quelques jours avec la chute de la maison Osher. Là, on est dans un autre film d'épouvante, beaucoup plus récent, enfin 1994, hein, ça a quand même 41 ans. C'est de John Carpenter, c'est Le Village des Damnés. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est Le Village des Damnés ? Enfin, je sais très bien ce que c'est, mais... Le Village des Damnés, c'est un remake déjà. Exactement. C'est un film qui est en noir et blanc. De quoi parle l'histoire ? Alors l'histoire, c'est, se résume assez simplement, un village qui d'un seul coup, se retrouve pendant quelques instants... endormi. Comment ? Endormi. C'est ça, frappé d'endormissement, et lorsqu'il se réveille, ce village, la plupart des femmes se retrouvent enceintes et vont enfanter de petits-enfants qui s'avèrent être tous semblables et plus inhumains les uns que les autres. Face à une communauté, le village, qui sont tous très différents, mais tous ensemble très humains. Donc c'est évidemment le sujet du film qui amuse Carpenter et en même temps qu'il prend très au sérieux. Il y a toujours ces deux dimensions dans son œuvre. Œuvre qui vise à montrer la dégénérescence de l'Amérique, pour essayer de le C'est un peu la morale de l'histoire, hein, c'est un peu la fable. Oui, absolument. Ce qu'il a toujours un peu abordé, toujours à peu près dans le même type de cinéma, même si parfois ça lorgne un peu du côté de la comédie. Je pense aux aventures d'un homme invisible, ou bien réellement sur la peur, comme Fog ou The Thing, ou Halloween, voilà. On parlait de la dégénérescence des États-Unis, on est presque en plein dedans, là. Ah oui, alors moi, je devrais, si j'avais à refaire la programmation, ça n'est pas ce film que je diffuserai de John Carpenter, mais un autre Carpenter qui 97. s'appelle Invasion Los Angeles, qui est un film absolument incroyable, anti-reaganien, qui est sur la paranoïa absolue de l'Amérique. Il me semble que, vu ce qu'on traverse, ou plutôt ce que les États-Unis traversent en ce moment, ce film serait tout indiqué d'être présenté. Mais peut-être que celui auquel on pense est en train de signer un décret pour faire détruire toutes les copies de ce film. Mais on aurait beaucoup à détruire. Hein. Oui, mais c'est un cinéma d'un certain côté salvateur. Je veux dire par là que le cinéma américain, quand il le veut, c'est aussi dire les choses, divertir certainement, ça reste le cinéma américain, un cinéma de divertissement le plus souvent, mais aussi dénoncer des choses, et Carpenter sait le faire via le film de genre de manière incomparable. Alors c'est un film évidemment
avec le recul du temps, les moyens technologiques d'aujourd'hui, le numérique, les effets, etc., qui va paraître sans doute un peu daté, mais en même temps, Carpenter sait faire beaucoup et très bien, avec souvent des moyens qui ne sont pas les mêmes que des productions, je ne sais pas, Marvel ou autre. C'est l'efficacité qui prime dans ce cinéma. Allez, on vous conseille d'aller voir Le Village des damnés, absolument. Merci Vincent. Merci Fabien. The police can't do anything to stop the children. Get out while you can. Something so much more powerful than we'll ever be. What are you gonna do? The only thing that we can do. Can't stop us, you know. Don't try. C'est la fin de cette édition. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur Monaco Info. À la présentation de votre 19h demain, vous retrouverez Christophe Paco. Et puis, ne manquez pas ce lundi la sortie d'un nouveau podcast. Alfonso Ciulla s'est confié au micro de Geneviève Berti sur son rôle de directeur artistique de la Société des Bains de Mer. Lui qui a d'abord fait carrière au Grimaldi Forum. Excellente soirée à tous et bonne semaine. Elle s'annonce ensoleillée. La météo de Théo Chômeur arrive dans un instant. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Je vous avais promis le retour du beau temps et je vais tenir parole. C'est une belle semaine qui s'annonce à Monaco avec le retour d'un soleil éclatant et des températures qui appellent l'été. Seul bémol, demain matin, il restera encore quelques nuages de ce dimanche, mais ça va bien se dégager à partir de la mi-journée et le soleil sera de retour pour de bon l'après-midi. Pour ce qui est des températures, je le disais, ça grimpe progressivement, sauf demain matin avec 13 petits degrés, mais jusqu'à 21 l'après-midi. Allez, demain, pensez à souhaiter une excellente fête aux Valérie de votre entourage. Belle semaine avec nous. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.